Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je dois vous tourner une vidéo. Et c'est une vidéo où... je ne sais pas trop comment je vais aborder cette thématique. C'est une thématique qui a déjà été abordée partiellement dans la vidéo ce que le chaser ressent en fin de parcours, où il ressent à distance l'énergie de son runner. J'ai pas été dans la précision pour plusieurs raisons. De base, cette vidéo, je n'avais pas spécialement envie de la faire. La première raison pour laquelle j'avais pas envie de faire cette vidéo, à savoir qu'aujourd'hui nous sommes d'ailleurs le 18 juillet, hein, je sais, les guides me disent t'as pas dit la date, nous sommes le 18 juillet. Pourquoi je ne voulais pas faire la vidéo? Parce que parfois quand j'explique des choses en vidéo, il y a comme un mouvement où tout le monde part en vrille. Exemple, quand j'avais fait la vidéo sur les âmes sœurs primordiales, tout le monde est parti en vrille. Des gens qui n'avaient même pas encore commencé à monter leur montagne, le premier gars toxique qu'il croisait, il disait « c'est mon âme sœur primordiale, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, c'est mon âme sœur primordiale ». Ce qui n'était absolument pas le cas. Il y a des thématiques comme ça, où depuis ça, en raison de cette mémoire, il y a des thématiques que j'ai peur d'aborder en vidéo, parce que je me dis « ah là 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 ». Derrière, je vais perdre plus de temps parce que tout le monde va partir en vrille et tout le monde va me dire « ah mais c'est ça, mais moi je suis exactement là-dedans ». Et j'appréhende l'effet qui se coule de cette vidéo. J'appréhende ça. Parce que c'est moi qui vais devoir expliquer, réargumenter dans chaque séance. Et j'appréhende l'effet qui se coule. Donc, pour pas avoir à gérer cet effet qui se coule, parfois je me dis, c'est mieux de ne pas l'aborder en fait. La deuxième raison pour laquelle j'avais pas spécialement envie de l'aborder, c'est rattaché à la phrase « Qui es-tu quand tu n'as pas l'information » ? Qui es-tu quand tu n'as pas l'information? Et là, je vais donner l'information. J'en ai déjà parlé un peu, mais pas avec autant de précision. Et donc, j'ai peur que ça change la donne et que certaines personnes, maintenant qu'ils vont savoir, vont moins se comporter de façon spontanée. Et pourtant, cette spontanéité-là était assez révélatrice. Elle donnait des informations. Le runner, pour lui, c'est important ce qu'on pense de lui. Et qui est-il quand il n'a pas l'information que le chaser reçoit des informations? Ben, quand il ne sait pas, il fait comme il a toujours fait. Mais s'il est courant, il risque de contrôler sa façon de faire, d'être dans le contrôle. Et j'ai peur que les chasers, les runners qui regardent cette vidéo se mettent à faire autrement, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pas pour devenir quelqu'un de bien, mais par peur qu'on soit au courant de ce qu'ils font.
Ça, c'est mon état d'esprit à moi. Mais je ne suis pas seule à décider. Et les guides veulent que je fasse la vidéo. Donc, je la fais et j'insiste un peu plus sur ce que j'ai déjà un peu évoqué en diapo rose et dans la vidéo, ce que le chaser ressent en fin de parcours énergétiquement. Durant une longue partie de la relation, le chaser sert de chargeur au runner. On en a parlé dans plusieurs vidéos. Notamment la vidéo Loyauté 2 et la vidéo chaser, chargeur, voilà. À chaque fois que j'ai évoqué le système de chenille. Mais quand ils ne sont plus en relation et que le chaser a bien travaillé sur lui, le chaser a rarement des moments de mal-être. Il va bien. Et il reçoit des vagues de mal-être. Il reçoit des vagues de « je me sens pas bien », des vagues de colère, de stress, d'anxiété, d'angoisse, j'étouffe, j'ai envie de vomir, je suis fatiguée. Que des énergies où le chaser va pas bien. Exemple, le chaser se lève à 7h30, il pète la forme et à 9h d'un seul coup, bam, il va mal d'un seul coup, sans raison. Sans raison. Il est là, tranquillou, et là, d'un seul coup, il sent « Oh, je suis énervé, mais pourquoi je suis énervé? Je ne sais pas pourquoi je suis énervé, pourquoi je suis électrique, mais c'est quoi encore ce truc ?» D'un seul coup, je suis fatiguée, sans raison. Bah, je vais bien, ça fait des semaines que je vais bien. Pourquoi d'un seul coup, je suis fatiguée comme ça? D'un seul coup, j'ai la gerbe, mais pourquoi j'ai la gerbe comme ça pendant voilà. Ou, ah, d'un seul coup, j'arrive plus à respirer comme si j'étais angoissée, que je manquais d'air, mais pourquoi? Et ça peut durer une demi-heure. Et plus ça avance, plus ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Toute la journée, c'est insupportable. C'est insupportable. Le chaser le ressent comme si la personne était dans la même pièce. Et vous savez, quand vous devez passer une journée entière avec quelqu'un qui irradie le négatif et que c'est pénible. Ben, c'est exactement la même chose. C'est tellement là, présent à l'intérieur que le chaser, de par ça, les guides vont faire en sorte de le mettre au courant que c'est le runner qui est comme ça. Le chaser, inévitablement, ça ne fait que renforcer son idée de « fort heureusement qu'on n'est pas en couple ». Parce que ça serait ça mon quotidien. Ça serait ça mon quotidien. De cohabiter avec quelqu'un qui va jamais bien. C'est pas possible en fait. Il faut qu'il aille travailler sur ses émotions. C'est pas possible. Je devrais donc toujours compenser. Ah non, 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 il faut qu'il aille bosser, il faut qu'il aille bosser. Non, non, il faut qu'il bosse. Heureusement que nous ne sommes pas en couple. Tout ce qu'il me donnerait, c'est du négatif. Il ne me donnerait rien de positif. De par ce biais, le chaser comprend bien que le runner ne se bouge pas beaucoup le cul dans sa vie. Sinon, il n'irait pas aussi mal. Il n'irait pas aussi mal tout le temps, tous les jours, à cette intensité-là. Donc, en fait, ça apporte pour information au chaser, ton runner, il évolue pas beaucoup. Il est encore dans ses vieux schémas. Il est encore dans ses vieux schémas. Et il est encore dans ses vieux schémas. Sauf que le chaser a évolué. Le chaser est sorti de tout ça.
Et le chaser trouve pas ça très sexy, en fait. Ce qui ne fait que accentuer une distance entre les deux. Au début où le chaser ressentira parfois des énergies comme ça du runner, à distance, son syndrome de compassion, son énergie yin va se raviver. Oh, tu chou, il faudrait que j'aille le sauver. Oh, j'ai trop envie de lui envoyer un message, savoir comment il va, le sauver. Ouais. Pour l'apaiser. Mais quand le chaser est guéri, ça fait plus ça du tout. Non, ça fait plus ça du tout. Pourquoi? Parce que le chaser a appris à être loyal envers lui. Et lui, toutes ces énergies dégueu là, ça fait longtemps qu'il n'est plus là-dedans. Ça ne l'intéresse plus. Il a nettoyé sa vie, il a mis en place plein d'actions dans sa vie pour ne plus ressentir ce calvaire. Il a oublié même ce que ça faisait que de ressentir ces énergies-là. Il n'aimait pas, il a mis en place plein d'actions pour justement ne plus ressentir ça. Donc la dernière des choses qu'il désire, c'est ressentir ça de façon contrainte et forcée parce que l'autre ne se bouge pas le cul. Donc, ça n'arrange pas le lien. Ça ne fait que remettre le chaser dans une énergie de rejet du lien, du « j'en ai marre de ce lien, mon Dieu que ça me saoule ce lien ». Et le runner reçoit des énergies de rejet, 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 rejet. Et donc, au final, ça peut engendrer que le chaser peut ressentir même à quelle heure le runner se réveille le matin. Car une journée où le chaser va bien, il se réveille super bien, et quand le runner se réveille, ah bam, tout de suite il reçoit cette énergie un peu complexe, ce qui fait que le chaser arrive à deviner même et à savourer quand il dort. C'est quand même assez problématique. C'est assez problématique. Et le chaser en veut au runner parce que le chaser a appris à lâcher ses compensations. Le chaser, on l'a obligé à prendre soin de lui, à ne pas faire entrer des énergies négatives très toxiques, donc tout ce qui est excès de drogue, enfin tout ce qui est drogue, excès d'alcool, etc. Le chaser a dû travailler tout ça. Et il doit subir les effets secondaires du runner qui, lui, a décidé qu'il resterait là-dedans. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à la bonne entente au niveau du lien. Et ça ne fait que accentuer le fait que le chaser ne veut pas que le runner revienne parce que le chaser en veut au runner. Le chaser en veut au runner de lui faire subir ça à distance. Elle le voit comme une forme d'ado. J'ai un appel. Et le chaser va voir le runner comme un ado. Désolée, je viens d'être coupée pour un appel. Le chaser va voir le runner comme un ado. Ou, dans certains cas, le chaser va voir son runner comme un déchet, en fait. Comme un déchet, quelqu'un qui est devenu limite alcoolique, qui se prend pas en main, qui reste dans des énergies basses, avec ses potes de beuverie, avec ses potes queutards. Et en fait, le chaser n'a pas spécialement, c'est absolument pas du tout ce qu'il a envie de récupérer. C'est là où on voit à quel point le karma tombe sur tout ça. Parce que le runner, pendant longtemps, a pas voulu de sa chaser, car sa chaser n'était pas assez bien. Elle n'était pas assez bien pour la famille, elle n'était pas assez bien pour lui. Elle n'était pas d'un niveau assez haut standing pour lui. Mais tout va toujours s'inverser. Tout va toujours s'inverser.
tout ce que le runner a fait ressentir et vivre chez eux, il va devoir le ressentir en sens inverse pour voir ce que ça fait en fait. Qu'il sente lui aussi ce coup de poignard là qui est trituré pour qu'il paye son karma, qu'il ressente l'émotion qu'il a fait vivre à sa Shazer. Donc voilà, les runners qui pensent que personne n'est au courant, il n'y a pas de caméra là dans la soirée. Non, en fait, tout se sait. Tout se sait. Car tout est ressenti. Je pense avoir assez abordé cette thématique, oui. On voulait que j'aborde d'autres petites informations dans cette... Ça fait un peu vidéo flash info. Observez vos animaux. Observez les animaux des gens. Observez les animaux des gens. En général, les guides jouent beaucoup avec des effets miroirs avec les animaux. Exemple. Vous êtes quelqu'un d'assez piquant, d'assez... vous êtes un peu comme un roquet, vous mordez, vous êtes souvent sur la défensive. Votre chat ou votre chien va beaucoup mordre, être sur la défensive, être... Vous voyez, un peu comme ça. Donc en fait, c'est une information sur qui sont les gens. Si vous regardez comment est l'animal, vous en apprenez beaucoup sur son maître. Même si la personne en façade vous montre qu'elle est toute douce, toute gentille, ben en fait, vous voyez que son chat ou son chien, il mord tout le temps. Ça en apprend beaucoup sur le vrai visage du maître. C'est un indicateur. Parce que les guides font travailler cette personne avec la même problématique chez son chat ou son chien. Il va devoir gérer cette problématique et il est censé voir l'effet miroir. Moi, j'ai rencontré déjà au moins 30 situations de ce genre-là qui montrent l'effet miroir entre l'animal et son maître. Et je savais qu'il y avait cet effet miroir et ma Calamity Peggy n'avait pas vu l'effet miroir entre moi et Opium. J'avais même pas fait le lien. Et les guides disent, bah quand même Peggy, ben non. J'avais pas vu que moi aussi j'étais concernée par ça. Pour le coup, ça fait un peu bizarre à vous dire. Mais oui, Opium, la toiletteuse dit, c'est le seul chat qu'elle a qui est aussi adorable, qui se rebelle pas, qui est gentil. Elle dit c'est une perle. On pourrait croire, j'ai cru, que c'était par gentillesse commerciale. Mais en fait, il a fallu que ça se fasse à plusieurs reprises et qu'elle ait des stagiaires présentes là, où elle a pris en témoin les stagiaires, elle a dit « Ah, je vous ai dit ce matin, aujourd'hui on a Opium, et Opium c'est le plus gentil. » Et elle dit « Je les ai déjà prévenus tout à l'heure, on va avoir d'autres chats et c'est pas du tout le même, hein. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. » Donc là, je me suis dit « Ah ouais, donc c'est pas par gentillesse commerciale en fait. C'est vraiment parce qu'ils le pensent. » Mais moi, ma Calamity Peggy, parfois, a du mal à entendre les compliments sur moi. Et je me dis, bon, c'est par politesse ou gentillesse. Mais non, c'est vrai. Opium est très... il a du caractère, il est rigolo, il est doux, il est gentil et il se comporte parfois comme un chaton. Voilà, il y a un peu ce mix de tout ça. Donc quand
les guides m'ont dit, il y a un effet miroir. Je me suis dit, tiens, bah, je vais aller capter ce que j'ai capté chez Opium. Et j'ai pris un peu le côté de sa personnalité. Je me suis dit, ah, bah donc je suis tout ça. Et j'ai trouvé ça chou. Mais en tout cas, les guides disent, bah ouais, Perle, Peggy, il y avait eu une information comme ça. Donc voilà, bref. Je vous laisse observer, recevoir cette information, parce que, en fonction de l'animal, vous allez en apprendre sur son maître, de qui il est derrière son masque. Donc parfois, vous allez être en face de chats et chiens peureux, qui se cachent tout le temps, qui n'aiment pas qu'on les caresse. Ben, ça va être assez symbolique. Le chat qui a l'air sympa, puis quand vous le caressez, il vous mord. Ben, très représentatif des animaux, des profils évidents. Ouais, c'est vas-y, regarde, je te fais voir que je suis sympa, mais tu me touches, tu t'approches trop. Vous voyez, c'est ça en fait. Ce je veux pas de proximité. On va dire rétro. Observez tout ça. Vous allez rire avec ces histoires d'animaux. En tout cas, le but, c'est aussi de montrer la réalité de qui est la personne. Donc, vous allez peut-être être trahi publiquement par votre animal sur qui vous êtes. J'ai eu beaucoup de défis ces derniers temps où j'ai dû réduire mon temps de loisir et voir comment moi-même je me comportais, comment j'étais, même sans ces loisirs. Et en fait, ça n'a rien changé. Les guides m'avaient coupé le robinet de la marche. Les guides m'avaient coupé le robinet du sport depuis déjà tellement longtemps. Il ne me restait plus que la marche. Et même la marche, on m'avait coupé le robinet de la lecture. On m'a coupé tous mes robinets de moments de recentrage sur moi, où je suis seule avec moi. Et, une fois de plus, j'ai été très équilibrée. J'étais pas en mal-être, j'étais pas frustrée. Donc les guides ont vraiment vu que ma stabilité interne était vraiment stable. Même quand on me supprime tout ça, ça ne change rien. Donc là, on m'a permis de les reprendre. Mais en tout cas, on voulait voir si c'était encore nécessaire à mon équilibre. Parce que pendant longtemps, c'est ce qui va participer à votre équilibre et c'est OK. C'est OK. Mais à un moment, même si on vous les retire, vous restez stable, même sans. Mais c'est pas embêtant tant que vous apprenez à identifier vos besoins et à mettre en place des routines qui vous maintiennent dans des énergies sereines, des énergies de joie, des énergies de bien-être, c'est OK. Tant que c'est pas de l'alcool, enfin voilà, des compensations mauvaises. Marcher et lire, c'est pas des compensations mauvaises. Vous voyez, c'est sain. Et bien là, on m'a tout réduit. On m'a réduit le sommeil, on m'a réduit tous ces temps de repos. Et j'allais quand même bien. J'étais en capacité stable à donner aux gens autour de moi avec la même patience. Tout allait bien quand même. Donc les guides ont vu que j'avais encore franchi des caps. Et c'était pas pendant 1 ou 2 jours, hein. Là, ils m'ont observé sur 2 semaines, même plus que ça. Vous voyez, donc voilà. Vous aurez aussi des tests de ce genre. Faites en sorte de répondre à vos besoins. Vous sentez que ça vous manque, mettez en place ça. Ne cherchez pas à prouver que vous n'avez plus besoin de ça. Non, soyez authentique. Hein. L'important, c'est l'équilibre. C'est pas de vous en passer. Non. D'accord? Voilà. Pourquoi j'ai pas eu le temps? Parce que mon fils travaille tout le mois de juillet. Il a 16 ans, et à 16 ans, on n'a pas son permis.
l'été prochain, en principe, il aura son permis. Donc, il sera plus indépendant pour aller travailler. Cette année, il voulait déjà travailler. Je trouvais ça incongru de ma part, de l'empêcher de travailler. Je trouve ça bien qu'un ado veuille travailler. Je trouve ça courageux. Donc, comme il voulait travailler, il a eu l'opportunité de travailler. Il travaille tout le mois de juillet. Mais c'est à 30 minutes de chez moi. Donc le matin, je dois me lever plus tôt, faire la route pour aller le mener et rentrer. Je dois faire la même chose le soir. C'est un axe où il y a des bouchons. Et, oh, quelle chance! Ils ont décidé de faire des travaux pendant l'été. Oh, quelle chance! Donc tous les jours, je fais entre 2h et 2h40 de trajet. C'est une guêpe. De trajet voiture. En plus de ma journée de travail, en plus de tout. Et je me lève donc plus tôt. Si je lui avais fait prendre les transports en commun, ça lui prendrait encore plus de temps. Donc, j'ai trouvé ça trop sacrificiel, d'autant plus qu'il fait un travail où il fait des travaux manuels, hein, vraiment faire des enduits, faire couler des dalles béton, mettre du bardage extérieur, faire des travaux, voilà, dans une entreprise. Et donc, c'est déjà très physique, il se lève tôt, il travaille jusqu'au soir. Pour de base, quelqu'un qui a un rythme d'étudiant, je ne vais pas non plus le faire se lever à 5h au matin et rentrer à 8h au soir non plus. Enfin, donc, inévitablement, moi, j'ai trouvé logique de participer à son projet et de l'aider à concrétiser ça en disant bah, « j'irai te mener, j'irai te ramener, t'inquiète pas. Si t'es pris, je gérerai avec toi, t'inquiète pas. » Ce qui l'a rassuré, il se sentait appuyé, donc tous les jours, je vais le mener, le ramener. Les 3/4 du temps, il dort sur tout l'allée et il refait une sieste sur le retour. IHS, c'est très très physique ce qu'ils font. Donc, par rapport à ça, j'ai trouvé que ce que je faisais était logique et normal pour une maman. Mais beaucoup de personnes ont réagi à trouver que t'es masochiste, t'es folle, pourquoi tu fais ça? Ben, moi je pensais que tout le monde voyait les choses comme moi. Quel est l'angle de vue que j'ai? Ben, c'est que pour moi, être parent, c'est accompagner son enfant aussi à réaliser ses projets. On est quand même sur un projet, à mes yeux, sain, qu'un enfant veuille travailler. Après, on n'arrêtera pas de dire hey, les enfants, aujourd'hui, c'est des fainéants. Voilà. On entend tout ce genre de choses. J'ai la chance d'avoir un gamin qui, de lui-même, à 16 ans, veut aller bosser l'été. Quelle mère serais-je à l'en empêcher? C'est quoi la logique? Quelles sont les raisons valables pour s'opposer à ça? Ma vision depuis que je suis maman, ça fait 16 ans que je suis maman, c'est de donner à mes enfants. De donner dans le sens où c'est bon pour eux. Je trouve que c'est bon pour un enfant de gagner de l'argent de lui-même et d'apprendre plein de choses. Déjà, j'ai une éducation où je ne veux pas qu'ils pensent que l'argent tombe du ciel. Je veux qu'ils respectent l'argent, donc inévitablement, ça va aller en ce sens. Je veux qu'ils apprennent à être
courageux dans la vie, persévérant, à se donner les moyens. Donc, ça va en ce sens. Et, rappelons qu'Alexis veut faire des études de médecine. Donc, il risque de partir dans un cursus très dans les bouquins, quoi. Enfin, voilà, je trouve pas le mot, là. Je suis un peu fatiguée, mais vous me comprenez? Très scolaire, en fait. Donc, le fait qu'il fasse beaucoup de basket en dehors, c'est bien. Ça complète, ça boue la facette. Le fait qu'il veuille aller apprendre, enfin, travailler là-dedans, ben, je me dis, ça lui sera utile toute sa vie de savoir bricoler. C'est génial de savoir bricoler, de savoir faire plein de choses de ses 10 doigts. Ça lui apportera des fléchettes à son arc pour ses capacités à être débrouillard plus tard. Donc tout est dans cette logique. Moi, je trouve ça vachement bien pour lui, de ce que ça va lui rapporter dans son être. Je trouve ça formateur, éducatif, enrichissant pour lui. Je trouve que, donc, en tant que parent, que moi-même je participe à ça et que j'investisse de mon temps et de mon énergie pour l'aider à avoir ça, c'est ni plus ni moins que dans la logique que j'ai depuis 16 ans. Et les guides le confirment, j'ai toujours été dans cette logique-là, de donner de l'énergie dans ce qui serait bon pour eux, de les accompagner, de les guider et de les aider dans ce qui serait bon pour eux, pour leur développement, de leur être. Donc inévitablement, pour moi, il n'y a même pas eu une fraction de seconde ou 1% de moi qui a imaginé que je ne le ferais pas. J'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. On m'a proposé même qu'il dorme sur place. Il n'avait pas envie. Je n'ai pas forcé. Je me doute bien que déjà, il était parti faire 2 stages en dehors. Enfin voilà, qu'il avait aussi envie un peu d'être chez lui, après une journée de boulot, etc. Vous voyez? Il aura bien le temps de faire ça plus tard. Donc moi, je suis fidèle dans ma philosophie, en fait. Donc j'ai même du mal à argumenter autour de ça. Mais j'ai discuté avec une runneuse, et cette runneuse m'a dit « C'est intéressant ton point de vue, Peggy, parce que je me rends compte que si j'avais été dans ton cas, et merci à elle pour son authenticité, ce qui m'a permis de mieux comprendre pourquoi les guides disaient il y a très peu de gens qui l'auraient fait. Parce que je ne comprenais pas. Quand les guides me disaient il y a très peu de gens qui l'auraient fait. Quand les gens me disaient il y a peu de gens qui l'auraient fait. Moi, je ne comprenais pas. Et d'avoir eu cet échange avec cette runneuse, j'ai mieux compris, c'était plus détaillé. La runneuse m'a dit moi, franchement, si j'avais été dans ta position, je me rends compte que j'aurais trouvé tout un argumentaire pour le dissuader de le faire. Pour qu'il n'ait pas envie de le faire. Parce que moi, j'aurais pas eu envie de faire toute cette route. Ok, j'ai mieux compris. D'un autre côté, son père l'aurait pas fait. Il me l'a dit clairement, t'es complètement masochiste. Tu vois le temps que tu vas prendre, l'essence que tu vas claquer. Demande-lui de te rembourser à la fin au moins l'essence. Non, je lui en fais cadeau, enfin. Vous voyez, tout le monde a ses philosophies différentes. Je dis pas que la mienne, c'est la meilleure. C'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, moi, c'est ma philosophie et j'ai du mal à évoquer ce sujet-là dans une vidéo. Pour moi, c'est juste ma logique, etc. Donc moi, je suis restée alignée sur qui je suis, c'est ma façon d'être. Voilà. Cette runneuse m'a aussi expliqué que elle, quand elle a travaillé, au début, ses parents, c'est vrai, en fait, il y a eu beaucoup plus cette philosophie sur le avoir,
Tu veux plus d'argent, va bosser. Que moi, en fait, mon approche, c'est de tout ce que ça va lui rapporter sur sa boule à facettes, pour son être, en fait. Tout ce que ça va lui apporter pour son être. Pour moi, c'est pour son développement de personne, d'être. J'ai pas du tout la même approche, non. Pour moi, c'est une expérience bonne à vivre. Et s'il commence à 16 ans à être dans cette philosophie-là, ben je trouve ça très sain. Mais j'ai toujours cherché à les mettre dans ce style de philosophie, de faire les choses pour eux. Et pas pour des valeurs trop basses, vous voyez, du superficiel, etc. Donc ben, je suis contente parce que je vois que tout ce que j'ai cherché à inculquer, ça va dans le bon sens le concernant. Lady est beaucoup trop jeune encore, on verra. Hein. L'adolescence, c'est des âges où il se passe beaucoup de choses. Là, c'est un peu tôt pour dire et pour voir. Mais en tout cas, pour lui, ça va vraiment dans le bon sens. La persévérance, le courage, tous ces états d'esprit-là, qui sont importants pour une personne. L'humilité aussi, l'humilité. On voulait que je vous en parle. Donc voilà, petite anecdote simple. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas la même philosophie que moi. Hein. Vraiment. Hein. C'est pas du tout... Enfin, moi, je reste en dehors de ça. Voilà. On m'a demandé de vous partager cette anecdote parentalité qui, là, c'est rien de confidentiel, d'intime. Donc là, j'en parle. Mais moi, je vous donne juste comment je fonctionne, mon état d'être, mon alignement, ma logique, ma cohérence. Voilà, ce que je fais spontanément, comment j'agis spontanément. Après, j'ai pas d'avis au-delà. Réfléchissez à vous, votre état d'esprit, comment vous fonctionnez. Essayez peut-être de réfléchir à quel serait votre... Qu'est-ce que vous auriez fait? Et puis, ensuite, demandez au pendule si la façon dont vous voyez les choses, les guides valident, et si vos guides valident ma façon de voir, moi, les choses. Bon, visiblement, oui. Vous avez déjà au moins la réponse pour moi. Mais oui, on n'en meurt pas. On ne va pas mourir d'avoir aidé son enfant à acquérir des compétences et des bonnes valeurs et faire ce sacrifice temporaire. C'est que 1 mois quand même. C'est pas la mort. C'est pas l'emmener tous les soirs pour faire la bringue et aller consommer de la cocaïne tous les soirs. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu la philosophie? C'est un peu... voilà, il faut essayer de regarder un peu comment vous fonctionnez. Moi, ma vision, c'est que je ne vais pas en mourir. Mais bon, vous savez, quand ils sont bébés et qu'il faut se lever la nuit, moi, ça m'a jamais dérangé, en fait. Je trouvais ça normal, en fait, d'être dans ce donné. D'être dans ce donné. C'est jamais des choses que j'ai mal vécues, en fait. J'ai adoré ces âges-là. J'ai encore des choses à détailler, ouais, mais je vois pas quoi, en fait.
Je pense que vous devez réfléchir à votre façon de donner et ce que vous donnez. Si... Ah, d'accord. Bah, les guides, ils ont est dans le portail de la loyauté. Donc, la loyauté dans le EET. Oui, c'est-à-dire que moi, vraiment, je vois la parentalité comme un rôle où on est là pour accompagner l'enfant pour son développement. Pour son développement. Le développement de sa personne, de ses compétences, de ses valeurs humaines, de sa gestion émotionnelle, de sa maturité. C'est vraiment très connecté à le devenir, l'être, la personne. Pas le devenir, faire une grande carrière spécifiquement ou quoi que ce soit, non. C'est lui qui veut faire médecine, c'est pas moi, hein. Et peut-être que d'ici là, il le fera même pas. On verra. Il a encore le droit de changer d'avis d'ici là, hein. En tout cas, comme vous voyez, je ne chosifie pas mes enfants. Je suis beaucoup dans cette loyauté envers eux, ce respect envers eux, en tant qu'être humain à part entière. Il y a beaucoup de respect. À les laisser être libres. Être libres à côté de moi. Et les aider à se développer, à gagner en autonomie, indépendance. Pas être trop dépendant de moi. Je les aide à se développer, mais pas non plus en les propulsant dans le danger, en allant trop vite, non. C'est vraiment, vous voyez, il y a un accompagnement avec bienveillance, respect, loyauté, avec des étapes, petit à petit. Comme quand ma fille m'a demandé d'avoir plus de liberté et de pouvoir rentrer de l'école seule. Bon, j'habite un petit village, elle avait que 2 rues à faire. Mais il fallait traverser. Donc j'ai dit, quand j'étais pas prête, je lui ai dit, écoute, là je me sens pas prête, parce que je la trouvais encore un petit peu énervée sur la route, agitée, j'avais peur qu'elle soit pas assez vigilante sur la route. Je lui ai fait attendre encore quelques mois, et puis après je lui ai dit, bah écoute, je vais me mettre en retrait, je vais voir comment tu gères la route. Je vais voir comment tu traverses. Première fois où je l'ai vu traverser, je suis oh mon Dieu, mon Dieu, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. T'as vu comment t'as traversé oh. On va revoir les bases. Allez, on va refaire la route plusieurs fois ensemble. Tu dois faire comme ça, tu dois pas traverser là, tu dois aller traverser là-bas, c'est moins dangereux. Voilà, j'ai rebriefé sur les dangers, le chemin, comment elle faisait, et je l'ai observé, j'ai vu qu'elle faisait ça bien. Puis j'ai pris au dépourvu, j'ai dit, tu te sens capable ce soir? Eh bien, déjà, voilà. Vraiment des étapes, comme ça. Petit à petit. C'est comme dans tout, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça avec eux. À un moment, ils me demandaient toujours de faire des pancakes. Bon, je faisais des pancakes. Après, je disais, bah, tu veux m'aider? Allez, m'aide. Puis à un moment, j'ai dit, hé, tu sais quoi? Tu vas lire la recette, je suis à côté de toi. Je vais voir si tu sais faire. Puis après, à un moment, ouais, tu fais tout seul maintenant, hein, t'es assez grand. Ben voilà. Accompagner à devenir autonome. Ni propulser, parce qu'il faut être sécure quand même. Hein. Il y a aussi du danger, il faut en avoir conscience. Donc, accompagner à devenir autonome, et pas que vous soyez leur centre du monde. Les responsabiliser progressivement. Et d'un enfant à l'autre, vous ne pouvez pas les responsabiliser de la même façon. Parfois, il y en a un, vous allez responsabiliser sur telle tâche à tel âge, mais l'autre, ça sera 1 an après. Mais à savoir faire confiance aussi. Savoir faire confiance aussi.
Ça vous fait travailler toutes les blessures, hein, la parentalité. Parfois, je vois aussi que vous racontez tous leurs petits secrets à la famille. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Ben... Et si la famille répète? Genre, après ça se sait, les cousins-cousines vont être au courant de leurs petits secrets, de leur intimité. Vous croyez franchement que ça va leur donner envie par la suite de se confier? Non. Est-ce que vous le feriez avec un adulte? Pourquoi vous le faites avec un enfant? C'est moins important? Moi, je donne la même loyauté. Est-ce que j'ai donné assez d'exemples dans cette vidéo? Ça va faire un peu une révision sur certaines loyautés, hein. Vous voyez? Certains axes de loyauté. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés dans cette vidéo, mais comme je viens d'aller marcher, il fait une chaleur de malade. J'espère que ça n'a pas été trop lent. Voilà. J'avais écrit un texte dans mon cahier d'extrait de livres. Les guides ont choisi un texte que moi j'ai écrit. Prouver aux autres. Soit la raison pour laquelle les gens croient aux belles âmes et au bon cœur. N'arrête jamais d'être une bonne personne. Voilà. Cette fameuse phrase, soit la raison pour laquelle les gens croient aux belles âmes et au bon cœur, n'arrête jamais d'être une bonne personne, c'était une phrase que je trouvais vraiment belle à une époque. Puis la vie m'a appris que tu n'as rien à prouver, que quelqu'un qui est gris, qui ne croit en rien, qui est éteint, qui est négatif, tu auras beau faire tout ce que tu veux, la personne ne verra rien, car elle est aigrie et elle traduit tout selon son prisme négatif et sombre, comme les Tati Daniel. Ces gens ne croient tellement plus en rien, ni en la bonté, ni en la beauté, qu'ils traduiront tout dans leur paranoïa excessive. Ils interpréteront et supposeront tout en mode sombre et négatif. Ces gens vous chercheront des poux, quoi que vous fassiez. Ils vous jugeront, quoi que vous disiez. Car dans leur tête, tout passe par ce filtre noir. Ils voient comme ils ont envie de voir. Ils interprètent comme ils ont envie d'interpréter. Ne vous tuez pas à la tâche, vous n'avez rien à prouver. Laissez-les dans leur monde aigri, ils vous vampiriseraient et vous demanderaient de prouver. Prouvez, encore, encore plus. Prouve-moi, encore, encore. Plus, toujours plus. Tue-toi à cette tâche. Peut-être qu'ainsi, je te croirai, peut-être. Si tu te mets à genoux, cela guérira peut-être ma blessure de trahison ou ma blessure d'injustice. Je verrai qu'on peut faire encore confiance, ou que ça existe, des gens droits. Mais seulement quelques heures, car demain, je me lèverai avec un nouvel Alzheimer. Prouve-moi donc encore, 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 encore plus, oui, plus, toujours plus. C'est pas assez. Donne, 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 donne des preuves. Donne, donne, donne des preuves. Tu dois
obtenir ma confiance. Tu dois mériter ma confiance encore, encore, encore. Non. En fait, tu vas juste aller te faire foutre. Car lorsqu'on connaît sa valeur, on n'a plus rien à prouver. Donc pense ce que tu veux. Vois ce que tu veux. Interprète comme tu as envie. Si tu savais comme j'en ai rien à cirer. Quand t'es guéri, tu tournes le dos en souriant en disant « Mon Dieu que je plains ces gens aigris, ces vampires qui ne croient plus en rien. Je leur souhaite bon chemin. » La personne aigrie est condescendante, elle est jugeante. Elle vampirise et exige de vous des preuves. Oui, oui, cause donc toujours. Moi, j'ai mieux à faire. Quoi donc? Vivre. Tu ne peux pas vivre avec un aigri. Tu ne peux pas vivre avec un vampire. Il va juste te tuer, car ça ne sera jamais assez. Il me semblait que ce texte avait déjà été choisi dans une vidéo qui n'est peut-être pas publiée encore. Je ne sais pas, j'ai un vague souvenir. Je ne me souviens pas. Si vous l'avez plusieurs fois dans les vidéos, c'est que vous avez besoin de le réentendre. Si vous l'entendez pour la deuxième fois, c'est pour cette raison. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous laisser accueillir toutes ces informations que vous avez eues dedans. Vous avez besoin de méditer à tout ça. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.